voyez toutes les instructions par rapport à ça. C'était en grande majuscule Bretagne avec un E avec 3 barres qui faisait un petit clin d'œil sur le drapeau Guanadu de noir et blanc. C'était tout simple, tout sobre, comme la Bretagne, noir et blanc comme le drapeau. Et c'est quelque chose qui était accordé à l'ensemble des entreprises et des collectivités qui avaient fait preuve de modernité dans leur communication. Donc c'était une initiative qui au départ avait un peu mal à comprendre. Les gens avaient mal à comprendre. Il y avait beaucoup de gens qui disaient la Bretagne n'a pas besoin de marque, la Bretagne n'est pas à vendre, c'est un gadget marketing, est-ce que c'est vraiment utile, tout ça. Mais beaucoup d'entreprises ont compris la logique, ont compris qu'il faut se moderniser, il faut vraiment se projeter en avant. Et donc, petit à petit, beaucoup d'entreprises ont respecté un peu le cahier des charges du guide de marque qu'on diffusait et a donné un vrai coup de modernité à leur communication corporate. Et petit à petit, maintenant, cette marque, elle existe toujours, elle n'a pas pris une ride. Il y a plus que 800 entreprises qui expriment leur attachement à la Bretagne avec l'utilisation de cette marque. Ça, c'est clairement quelque chose qui nous inspire maintenant en Normandie et sans doute j'en parlerai tout à l'heure. Mais la marque Bretagne, c'était voilà, pas un gadget marketing, c'était vraiment une initiative collective d'essayer de moderniser l'image de la région. Et ça a inspiré également les campagnes de communication ensuite. Pour vous faire rigoler un week-end, je vous invite à taper « Viens en Bretagne » avec le tutoiement « Viens en Bretagne ». Là, vous allez voir des vidéos un peu sympas qui étaient dans l'esprit de la marque Bretagne, une communication très directe, très moderne, où on a demandé à la population à faire des vidéos selfies pour expliquer pourquoi ils aimaient la Bretagne et pourquoi il faut venir. Et puis, avec l'arrivée de l'LGV, qui était le grand projet de la Bretagne en 2017, il y avait une campagne assez importante qui s'appelait « Passer à l'Ouest », qui avait adopté. Ah. On ne vous entend plus. Vous m'entendez maintenant? Oui. Excusez-moi, pardon pour cette pause. Et donc, en 2017, il y avait également une campagne qui s'appelait « Passer à l'Ouest », dans les couleurs de la marque Bretagne également, où toutes les collectivités concernées par l'arrivée de l'LGV a mis dans un pot commun un effort de communication très important, un peu drôle, avec l'idée également qu'il y avait des affiches officielles, mais il y avait plein d'affiches inofficielles, de détournements que nous on encourageait exprès pour encourager les gens à adopter la cause de promotion de la Bretagne et inciter les gens à profiter de l'LGV. Donc, un travail important qui a pris du temps. 10 ans. Jamais des choses rapides ou quick fix, la communication et le marketing territorial, mais ça a laissé des traces et je suis ravi de voir que la Bretagne continue à appuyer sur les mêmes outils 11 ans plus tard. C'est donc un succès, ce que vous dites, et on est donc venu vous chercher en 2017. Je crois que c'est Hervé Morin qui est venu vous chercher pour prendre les rênes de Normandie Attractivité. Alors, c'était juste après la fusion de 2016 des Hautes et Basses Normandie. Alors, la question de l'identité normande s'est-elle tout de suite imposée? Qu'est-ce qu'être normand? Peut-on parler d'un sentiment d'appartenance? C'est un vrai sujet, bien sûr, et je pense que la réunification de la Normandie a créé une belle dynamique. Et quand vous m'avez expliqué, quand je t'ai présenté au départ, j'ai 2 casquettes. J'ai à la fois la direction du comité régional de tourisme, mais aussi la direction de cette agence nouvelle, Normandie Attractivité, qui est un pur produit de la réunification et qui essaye de travailler sur l'image et la réputation de la Normandie et justement, dans le même esprit de ce qui était fait en Bretagne, essayer de moderniser notre communication et notre façon de se projeter. Parce que Philippe Augier, qui était vraiment à l'origine de cette initiative, le maire de Deauville, Philippe me disait Michael, en Normandie, vous allez voir, il y a une richesse extraordinaire, mais on est des taiseux et chacun travaille en silo. Et justement, il faut qu'on arrête ça. Et donc, il faut qu'effectivement, qu'on travaille sur l'identité contemporaine de la Normandie
Et je veux qu'on crée cette agence pour créer des liens entre ces différents silos et les faire travailler ensemble et chanter la même chanson moderne par rapport à la Normandie. Donc, c'est une belle, je pense qu'une belle cause. Je savais d'avance que ça va prendre un petit peu de temps. Et effectivement, j'ai bien compris qu'il y a des codes de travail légèrement différentes d'un côté de la Seine de l'autre. Il y a des vieilles réflexes qui perdurent un petit peu. Mais petit à petit, on essaye de se positionner la Normandie comme une région de monde, comme une région donc, qui est une référence dans l'histoire mondiale, qui est une région qui a une ouverture d'esprit et qui a une ouverture imposée par ses géographies situées entre deux villes-mondes par excellence, Londres et Paris, et une région qui est très orientée vers l'international par justement les stratégies d'exportation de beaucoup de ces entreprises. Donc, en termes de raisonnement économique, je dirais, on n'a pas trop de problèmes ou difficultés, même si le Covid actuel, bien sûr, ça bouscule un peu bien nos ambitions dans les médias. On va en parler tout à l'heure. On va en parler, mais l'identité contemporaine de Normandie, c'est une question pour moi qui est en construction. Je vois très clairement beaucoup, et je pense que c'est normal, il y a un réflexe de réaffirmer cette identité normande dans l'histoire, de faire révéler l'esprit viking, l'esprit conquérant, de justement utiliser le drapeau dans notre code de communication importante. Et j'ai bien compris l'importance des léopards petit à petit. Lorsqu'on a conçu la marque Normandie, les ateliers de travail qui étaient faits avant mon arrivée pour élaborer la marque Normandie voulaient une vraie rupture avec le passé. Ils voulaient une vraie modernité. Ils voulaient combattre une image un peu vieillot de la Normandie. Et ça se comprend. Et ça se comprend justement pour les entreprises. Ils ne vont pas tous forcément adopter les codes de la Normandie médiévale, quoi, ou héraldique. Mais en même temps, j'ai bien compris petit à petit que ces léopards sont importants comme code interne pour les Normands eux-mêmes. Et lorsqu'on essaie de rallier la population d'être ambassadeur de la Normandie, c'est toute une démarche qu'on mène et qu'on anime, et ben, on est obligé d'injecter les léopards dans le dispositif. Donc, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai un petit badge avec le léopard au goût moderne d'aujourd'hui. Et j'ai bien compris que c'était important comme outil de ralliement pour les Normands et Normandes. Donc, je considère qu'il y a une fierté normande qui est assez naturelle. Connaissance de la Normandie, il faut qu'on y travaille. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément les richesses de ce territoire. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Et puis, notre façon de projeter une image valorisante de la Normandie, notre façon de parler de l'histoire, mais aussi de parler de ce qui se passe aujourd'hui et comment la Normandie essaye de rendre le monde meilleur aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et l'agence, c'est fixer l'ambition de créer un nouveau récit de la Normandie. On ne veut pas être connu juste pour l'histoire, même si c'est absolument essentiel. On veut aussi être connu pour toutes les différentes initiatives innovantes qui existent aujourd'hui et projets futurs. Et justement, est-ce que… Si je peux me permettre, pour alimenter le débat, oui. L'histoire, c'est d'abord Guillaume le Conquérant, c'est une histoire européenne. Ensuite, c'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et en particulier aussi de la Première Guerre mondiale, mais pour la Normandie, c'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et le tourisme de mémoire, c'est un tourisme mondial. C'est ça notre entité. Par rapport à la Bretagne, moi je dirais que ce que vous avez fait, c'est surtout, vous avez fait une unité. Et cette unité, elle a reposé d'abord sur des grands projets. Vous avez, Le Drian, il faut lui reconnaître qu'il a cassé cet isolement de la Bretagne par le TGV et par tous les moyens de communication. Aujourd'hui, il faut reconnaître et surtout souligner le fait que Hervé Morin, dans sa volonté d'associer la Haute-Normandie à la Basse-Normandie, ça repose aussi sur ce qui existait dans le temps avec Guillaume le Conquérant, mais c'est aussi tout le travail qui est fait sur la fibre. Aujourd'hui, la Normandie, la volonté de Hervé Morin,
c'est qu'on travaille sur la fibre et que la fibre soit sur tout le territoire. C'est son grand projet, c'est là où il accompagne tous les départements, et en particulier le département du Calvados, avec cette volonté que cet outil indispensable de communication de demain, on n'aura pas de TGV, on n'aura pas de hub, mais par contre, on ne peut pas se permettre de rater cette chose essentielle qui est cette communication par la fibre. Et après, c'est de profiter de toutes nos pépites. Aujourd'hui, la région est, j'allais dire, sur la Seine-Maritime, le Calvados et la Manche, elle est, avec Port Normand associé, elle est à la manœuvre. Quand vous êtes sur la filière équine, elle est encore à la manœuvre avec quatre départements. Et je veux dire, la plus grande réussite à l'heure actuelle, c'est quand même d'être entre Saint-Comté et Goustranville sur la filière équine, et la volonté d'associer Saint-Lô, la Manche, et d'associer le Haras du Pin. Nous sommes parmi les 3 centres de recherche. 3 centres de recherche où on est reconnu dans le monde entier par rapport à la filière équine. Et c'est tout ça qu'il va falloir mettre petit à petit pour que nous travaillions. Moi, en tant qu'ancien vice-président du département, je peux dire que j'ai commencé à rencontrer mes collègues de Haute-Normandie seulement en 2016. Seulement, on a pris l'habitude de travailler totalement ensemble. Mais au moment de la réunification, Normandie travaillant toute seule avant. Merci. Alors, vous voyez, Michael Dodd, vous avez là un ambassadeur de premier ordre. De premier ordre. Et on est complètement en phase. On pourrait... Je pense que si vous voulez, dans les pépites, il y a des pépites exceptionnelles en Normandie. Vous avez des pépites, si vous voulez, on est passé très très vite dessus. Mais si vous voulez, moi, la Normandie, c'est un potentiel industriel et agroalimentaire. On a une des agricultures les plus valorisées. Et surtout derrière, on sait faire. Aujourd'hui, en Normandie, si je prends l'agroalimentaire, si je prends Isigny, vous êtes le premier producteur de lait déshydraté que l'on envoie dans le monde entier. On est le premier producteur pour la Chine. Si vous voulez, il y a dans la filière équine, il faut que vous sachiez tous que les ventes, les yearlings de Deauville, c'est le monde entier qui envoie ses chevaux se faire vendre à Dubaï, envoie ses chevaux se faire vendre à Deauville. C'est tout ça, mais j'aime bien quand tout à l'heure vous avez dit qu'on marchait en silo. Chacun fait son petit truc dans son petit coin, et surtout il sait faire, mais il ne sait pas le communiquer. Voilà, il faut que Michael Dodd nous dise comment justement. Oui, peut-être qu'elle... Bon. Oui, merci. Alors justement, donc ce nouveau récit de la Normandie qui repose un petit peu sur ces nouvelles stratégies et ces nouveaux défis qui s'offrent à l'elle. On sait que la Normandie possède énormément de nouvelles entreprises, de nouvelles startups très innovantes. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, Michael Dodd, des exemples concrets de tout ce tissu industriel de la nouvelle technologie et tout très présente aujourd'hui en Normandie? Je vais vous inviter tous de consulter le site choisirlanormandie.fr qui a été mis en place l'automne dernier et qui, j'espère, petit à petit, va s'imposer comme le site de référence pour tous les curieux qui veulent savoir un peu plus sur la Normandie et l'ensemble de ses pépites. Je vous inviterai également à s'inscrire sur le site et devenir ambassadeur. C'est gratuit, hein, pas de contrainte. Et là, vous allez recevoir tous les 15 jours un e-magazine qui, justement, révèle l'ensemble des différentes pépites. Oui. Et je vous raconte, c'est une casse-tête tous les 15 jours, notre comité éditorial, parce qu'il y a toujours trop de choses à mettre en avant. C'est tellement compliqué. C'est limite, il y a trop de richesse ici. Hein. Entre l'innovation, entre le bec et loin actuellement, qui est un modèle de permaculture qui attire l'attention du monde entier. Et d'ailleurs, vous pouvez tous voter pour qu'elle devienne le ferme préféré des Français en ce moment. Il y a un concours lancé à cet regard. Et qui a figuré également dans le film qui a inspiré beaucoup de monde. Je pense que vous avez tous vu il y a 3 ans le film Demain, qui reste une source d'inspiration. Ils ont appuyé sur la Normandie comme exemple. C'est génial. Entre ça et de savoir que dans un autre registre totalement différent que
les voitures alpines sont fabriquées à Dieppe et qu'ils relancent également cette voiture pour qu'elle essaie de le faire redevenir à la mode. Je trouve ça intéressant. En même temps que, voilà, on envisage un nouveau futur pour l'automobile autonome à Rouen en ce moment, que les moteurs électriques, soit un moteur électrique ou l'hydrogène, c'est le futur. Et je pense qu'on a tous besoin de penser à notre empreinte carbone en ce moment. Bah, à Cléant, ils sont en train de produire les batteries électriques pour permettre Renault d'être pionnier sur cette thématique-là. Tout en même temps, on est en train d'essayer d'inventer avec l'hydrogène d'autres formes de propulsion. C'est des choses très fortes. C'est des choses très fortes. Et puis, dans le domaine médical, de savoir que nous avons à Rouen des formes d'écoles de formation en chirurgie vraiment à la pointe, qui attirent des étudiants du monde entier. De savoir qu'on est en train d'appuyer à Caen sur l'hydrothérapie, l'utilisation justement le sillon pour sauver les petits-enfants atteints de cancer. Je peux continuer avec, bien sûr, les flacons de luxe dans la vallée de la Brelle qui sont utilisés pour les bouteilles de parfum du monde entier. C'est une diversité phénoménale et presque le problème de base qu'on a, c'est de choisir et d'avoir un positionnement clair pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que souvent, notamment le réflexe de nous associer au tourisme de mémoire, également étant un vrai point fort de la Normandie. Donc moi, j'étais absolument ravi de découvrir l'initiative lancée par la région, le Forum mondial pour la paix, que je trouve vraiment la meilleure manière d'imaginer la mutation nécessaire, peut-être 80 ans plus tard, dans la façon de commémorer la bataille de la Normandie. Et tout ce mouvement de Normandie pour la paix, c'est une superbe carte de visite également pour la Normandie. J'ai accompagné Hervé Morin à différentes délégations à l'étranger. Et quand les gens comprennent que vous organisez chaque année un forum mondial pour la paix, ça ouvre des portes. Et tout de suite, ça crée une capitale de sympathie par rapport à la Normandie qui est vraiment précieuse. Donc, beaucoup de richesses. Les clés, c'est d'essayer de les mettre en avant et de manière ciblée l'audience qu'on a en face. Pour illustrer ce que vous venez de dire, je ne sais pas si tout le monde ici sait que le premier producteur de bulots, c'est Granville, dans la Manche, que le premier producteur de coquilles Saint-Jacques d'Europe, c'est Port-en-Bessin, que lorsque vous mangez une marraine, en fait, vous mangez une huître de Normandie parce que les naissins sont faits sur la Manche et sur le Calvados et qu'ils sont préparés, organisés et qui vont seulement faire leur maturité dans les zones marraines. Donc, si vous voulez, c'est tout ça qu'on a et on pourrait continuer. Mais aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'avoir un esprit ensemble. Et je reprends parce que là, ce que je connais le mieux, c'est le Calvados. Le Calvados, c'est une petite France, c'est 1% de, en fait, toute la France, en population, en PIB, en tout. Et aujourd'hui, toute cette force, c'est de se respecter les uns les autres, et j'emploie bien le mot, parce que la Seine-Maritime, c'est parmi les 5 la plus riche, c'est celle qui est le plus industrialisée. Et vous savez, dans les gros problèmes, ce qui s'est passé à Rouen avec l'Urmezol, il ne faut pas se tromper, ça fait prendre conscience à tous qu'une telle catastrophe pouvait nous arriver, et il y a une solidarité qui s'est jouée. Le laboratoire Franck Dincombe, dont je m'occupais à ce moment-là, je vous dis tout de suite, a été force de proposition pour aider sur toutes les détections biologiques qu'il fallait faire à ce moment-là, au moment de la catastrophe. Et là, il y a eu un engouement, j'allais dire, d'une volonté d'aider. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous manque encore. Pour moi, c'est d'avoir cet esprit. L'esprit collectif, ce qui est évident, c'est que la Bretagne avait besoin de modernité, mais ils avaient l'esprit collectif déjà. Nous avons besoin de modernité, mais aussi l'esprit collectif, qui est peut-être plus dur, mais essentiel. Alors pour l'instant, on a focalisé pas mal d'attention à l'étranger, où
Hervé Morin nous encourage, et j'ai répondu très pleinement à cette demande, de commencer à créer un réseau des Normands qui vit à l'étranger. Ouais. Et à la limite, cet esprit collectif à l'étranger, il est presque plus facile à provoquer. Parce que le plus qu'on s'éloigne de la mère patrie ou la région patrie, le plus on ressent un petit peu nos racines ressortir et le besoin de se retrouver. Donc, quand nous sommes allés à Sydney, il y avait 35 jeunes Normands qui ont répondu à notre appel. Et donc, il y a un club des Normands à Sydney qui existe. Quand nous étions à Bogota, en Colombie, bon, ils n'étaient que 7, mais ces 7 personnes-là sont devenues 15 et ils sont toujours en train de se réunir tous les 2 mois pour un peu d'entraide et d'échanger des bonnes idées et puis sourcer quelques bons produits normands aussi à consommer. Et petit à petit, maintenant, on a réussi à créer une vingtaine de clubs à travers le monde. Et nous avons 2 événements qu'on fait ensemble, collectivement, le 6 juin, que si on veuille ou non, on est connu en Normandie pour le 6 juin. Et bien pour le 6 juin, on incite des Normands à l'étranger de se retrouver et d'inviter leurs amis à les rejoindre et aller dans le parc local de la ville où ils résident, sourcer quelques bons produits normands et faire une pique-nique pour la paix dans leur ville. C'est une belle image. Et c'est quelque chose qui est sympathique comme tout. C'est quelque chose qui s'est développé il y a 3 ans et puis petit à petit, on en voit plus de gens. Et donc, l'année dernière, malgré le Covid, on avait quand même 1000 pique-niqueurs à travers le monde. Il y avait tout un concert pour la paix à Singapour, organisé qui malheureusement avec Covid a été annulé, reporté, j'espère pour un autre moment. Mais ça, c'est quelque chose, un vrai rendez-vous que l'on a envie d'instaurer à travers le monde. À travers le monde, mais Ah aussi oui, en Normandie, parce que la diaspora donc semble très active dans le oui. monde, mais ce rendez-vous, il peut être aussi pris en Normandie. Avec Alors, moi, j'adorais mon rêve, et je n'ai pas encore réussi à rencontrer le rectorat sur ce sujet, mais mon rêve serait d'avoir les pique-niques pour la paix dans les écoles en Normandie. Parce que je pense que ça commence au plus jeune âge. Je pense que cette fierté normande, cet attachement au territoire, c'est vraiment auprès des jeunes populations qu'on a envie de concentrer nos efforts, parce que ça commence là. Si il y a un exode des jeunes en ce moment, à la limite, ok, ça se comprend de voir ailleurs, mais revenir, c'est ça aussi l'idée. Ok, allez voir ailleurs, peut-être commencer votre carrière ailleurs, mais si on a réussi à créer un attachement pour la Normandie au préalable, on serait plus en mesure de les faire revenir après. Et ça, c'est un phénomène qui existe en Bretagne assez fortement. Les gens font carrière un peu à Paris ou ailleurs dans le monde, mais dès qu'ils veulent fonder une famille ou voilà, avancer, ah oui, le cri de la région d'origine, l'appel de la Bretagne est forte, quoi. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a besoin d'essayer de créer auprès des jeunes Normands et Normandes. Alors, avant de poser deux questions à Olivier Collin, il y a 2 événements majeurs là, qui nous impactent en ce moment, c'est le Brexit et la crise sanitaire. Donc, commençons par le Brexit. Quel est votre point de vue de Britannique sur le Brexit, ce divorce, et quelles sont les incidences sur la Normandie? Bah, déjà, vous ne serez pas surpris si je dis que je suis j'étais un militant anti-Brexit. C'était un affrontement à mes valeurs. J'étais élevé à imaginer que justement il n'y avait pas de frontières et des ambitions d'échange de culture et de possibilités de travail sans frontières à l'Europe, c'était quelque chose de naturel pour moi. Et ce qui m'a permis de venir en 92, c'était le marché unique. On était tous encouragés à développer des liens et des perspectives économiques sur le continent européen. Je suis un produit de ça. Je n'ai pas perdu mon accent, mais je suis un produit de cette Europe ouverte. Je suis absolument navré que maintenant il y a une frontière et que je ne peux pas donner à mes enfants les mêmes perspectives. C'est possible. Vous pouvez aller créer une entreprise en Angleterre. Les Anglais peuvent venir s'installer en France, mais ils n'ont pas le même encouragement. Il faut être super motivé pour le faire maintenant. Donc, je trouve ça assez… vraiment, il n'y a pas de vainqueur pour Il n'y a que des vacus. les Anglais ni la France. C'est vraiment regrettable.
Mais voilà, idéologie, politique et populisme a créé cette situation. Donc, on vit avec. Donc, maintenant, il faut être pragmatique et essayer de voir comment la Normandie peut maintenir des liens. Je pense que vous avez tous repéré que le jour du Brexit, j'ai encouragé la région m'a permis de prendre une pleine page dans The Times et dans The Evening Standard, où nous avons pris une pleine page avec le diable incarné Nigel Farage, le leader de le mouvement Brexit, portant une cravate de la tapisserie de Bayeux. Et nous, on a fait un jeu de mots avec cette cravate et cette photo. On a coupé sa tête un peu pour que vous voyez que c'est lui ou pas, quoi. On ne voulait pas vraiment le mettre en valeur, vous imaginez bien, mais on mettait bien en valeur la cravate et on avait un jeu de mots anglais, on disait some ties endure. Alors, ties, c'est le mot pour cravate, mais ties veut dire aussi lien. Et nous, on a dit qu'il y a des liens qui perdurent. Et donc, on a fait un bel message auprès des Britanniques que OK, il y a Brexit, mais vous ne pouvez pas défaire l'histoire et la géographie. Et nous avons des liens forts entre la Normandie et l'Angleterre que l'on a envie de maintenir. Et puis, il y a bien sûr beaucoup de choses il y a plus de choses qui nous unissent que désunissent. Donc, ça, c'est un message d'amitié qu'on a envoyé. Mais maintenant, bien sûr, on est en train d'essayer d'aider les entreprises à maintenir des liens. Je suis très soucieux des liens également éducatifs pour essayer de voir si le monde universitaire des deux côtés de la Manche puisse maintenir et développer leurs relations, malgré, ça c'est une bêtise monumentale, malgré la sortie du programme Erasmus de l'Angleterre. Mais j'espère que le bon sens va régner et que on va maintenir et développer nos relations. Et en termes de tourisme, par contre, je suis relativement confiant que l'amour de la France par la population britannique va continuer. C'est une question de Covid. Dès qu'ils ont la possibilité de venir, je suis confiant qu'ils vont revenir. Alors justement, sur la crise sanitaire, peut-être Michael Dodd. Je suis un peu moins d'accord avec vous. Oui, Olivier. Je suis un tout petit peu moins d'accord avec vous parce que dans cette relation du Brexit, je partage totalement tout ce que vous avez dit concernant le Brexit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis affligé parce qu'on avait réussi depuis une dizaine d'années à construire des vrais liens avec l'Angleterre et que le Calvados était force de proposition dans ces liens. Aujourd'hui, pour le Calvados, Ouistreham, le premier port du Calvados, je vous dis tout de suite 1 million de passagers, quasiment les très mauvaises années, 90 000 camions, les bonnes années, 110 000 camions, ça va s'écrouler. Après, si vous voulez, c'est une grande problématique concernant nos échanges. Et là, je pense à la filière pêche. Par contre, la ressource, elle est chez les Anglais. Et ne nous trompons pas, si la ressource est chez les Anglais, la commercialisation, elle est en Europe. Donc, s'il n'y a pas l'intelligence collective, je vous dis tout de suite, c'est une filière qui va partir à volo, c'est-à-dire qu'elle va s'exploser. Parce que les Anglais ne pourront pas pêcher autant qu'ils veulent par rapport à leurs ressources, mais surtout ne pourront pas l'exporter. C'est ce qui se passe déjà. Pour la première fois, vous avez peut-être vu ou peut-être ressenti que la langoustine, pour les fêtes de Noël, elle était un peu manquante. Et pour cause. Il y avait 72 heures pendant lesquelles il n'arrivait pas à faire, et donc il prenait 72 heures de retard, et 72 heures de retard sur une livraison qui était parfaitement huilée, car il faut reconnaître qu'entre le Channel et tout ce qui était organisé entre… Et là, c'est bien là où on voit la Normandie, c'est-à-dire Calais, vous prenez Le Havre et vous prenez Caen, Ouistreham et vous remontez à Cherbourg, c'est-à-dire toute la Normandie maritime qui travaillait naturellement avec l'Angleterre. Et aujourd'hui, il y a certaines lignes de la Brittany Ferries qui vont se reporter sur Dublin, qui vont se reporter sur l'Irlande, mais il faut absolument qu'on arrive à normaliser nos échanges. Je l'appelle de mes voeux les plus forts, parce que si on n'y arrive pas, je vous dis tout de suite, il va y avoir des ressentis de part et d'autre, parce qu'on va faire, entre guillemets, un peu plus de misère, parce que c'est beaucoup d'emplois derrière. Oui, c'est pour ça que moi j'étais également très
À la fin, vous imaginez bien, juste avant Noël, j'y croyais plus. Hein. Je pense qu'il est jusqu'au boutisme de Boris Johnson, ce qui était absolument honteux, excusez-moi. Mais le fait qu'il y avait un accord qui était trouvé, ouf, grand soulagement pour tout le monde. Et le fait qu'il y a quand même un accord, selon moi, assez avantageux, enfin, raisonnable en tous les cas, par rapport à la pêche, était une vraie source de satisfaction pour moi parce que c'est un sujet, s'il y avait des tensions toujours sur la thématique de la pêche, ça c'est exactement le genre de choses que les médias des deux côtés de la Manche aiment bien relayer. Et ça, c'est terrible. S'il y avait une forme d'atmosphère après de froggy bashing et roast beef bashing dans les médias, alors ça, c'est bon pour personne. Et ça crée une forme de tension et une forme de moi, je vous aime non plus type d'attitude qui est bon pour personne. Donc, moi, j'étais soulagé par l'accord, mais comme vous dites, vigilance sur le sujet, quoi. On va revenir un tout petit peu en arrière. Quelqu'un nous demande quelle est la signification du léopard. Alors, je ne sais pas si Dans Michael ou Olivier, non, le mais c'est léopard dont vous Michael parlez. Lutz qui parlait du léopard. J'ai peur de dire une bêtise, donc je vais éviter. Bon. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 léopards sur le blason d'Oulgat. 2? Ah bon? 2. Dites-moi. Donc, on est aussi très content. D'accord. Bah, écoutez, on Michael regardera. Lutz doit savoir. Ces léopards, moi, je les découvert en venant en Normandie. Hein, je ne les connaissais pas avant. Hein. D'accord. C'est l'inspiration directe de familles Plantagenet et les symboles d'Angleterre avec des lions, 3 lions, 2 lions. Nous, on les a adoptés. Comme vous voyez, j'ai également à Jersey et à Guernsey, dans les îles anglo-normandes, ils sont présents. Et puis, bien sûr, ils font partie du blason de la Normandie, du duché de Normandie. Donc, la région les a adoptés pour essayer de mettre en valeur le drapeau traditionnel normand, de les donner un coup de jeune. Mais ce que je trouve ça marrant, ce sont des félins. On a du mal à exactement cerner si c'est le lion ou le léopard. Mais je pense que pour les distinguer des Anglais, qui les portent avec fierté, les 3 lions sur leur maillot de foot, on les appelait les léopards ici en Normandie. Et ça fait partie du code d'identité interne. Mais ce félin, malheureusement, il est partout en Europe. Hein. Il y a plein d'endroits en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, où on voit un félin inscrit dans l'emblème de différents territoires. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exclusif à la Normandie, mais en même temps, pour nous, il n'y a pas plus. C'est une autre preuve très forte des liens historiques forts entre l'Angleterre et la Normandie. Merci. On va poser une question à Olivier Collin avant de laisser la parole aux participants. Justement, Olivier Collin, en tant que maire d'Oulgat, une commune de 2000 âmes, comment faire entendre votre voix dans la construction de cette grande Normandie que prône Normandie Attractivité? Pas simple comme question. Je vais vous le faire, j'allais dire, comme je le ressens. Oui. Oulgat, elle bénéficie déjà de rapports exceptionnels avec la région. Je reviens toujours, le plus gros projet accompagné par la région, c'est le déploiement de la fibre chez tout à chacun sur notre territoire. C'est le plus gros dossier depuis 40 ans. C'est 390 millions d'euros. Ça n'aurait jamais pu être possible sans une certaine vision de Laurent Beauvais, nettement amplifiée par le directeur général des services, Frédéric Olivier, et Hervé Morin. Aujourd'hui, si vous voulez, Oulgat profite du CSN. C'était un échange entre Frédéric Olivier, Hervé Morin et moi-même. La région met 40 millions sur le CSN. Le CSN, c'est le poumon vert d'Oulgat. Et derrière, c'est surtout une vision que je crois qui sera mondiale, parce qu'on préparera les équipes internationales pour les Jeux Olympiques de 2024 à Oulgat. Un certain nombre viendront s'entraîner. Et l'idée même de Hervé Morin, c'est l'excellence. Hervé Morin, si je dois si vous voulez, l'illustrer, il ne veut que l'excellence. Et il le veut pour Hippolia,
Hippolia, si vous voulez, c'est Goustranville, Saint-Comté, et Goustranville, c'est notre territoire. C'était mon ancien canton, le canton de Dozulé, c'est juste à côté de Basneville, entre Dozulé et Troarn. Et là, vous avez l'école vétérinaire qui arrive avec toute la recherche équine, avec un hôpital qui sera un des plus modernes dans la recherche équine. Et là, c'est encore 40 millions que la région met. Alors moi, j'allais dire, on a la région qui est le dénominateur commun de toute la Normandie, et derrière, vous avez chaque département. Et au sein des départements, après ça, on revient sur les communes. La commune d'Oulgat, si vous voulez, ça ne sera, et je ne le souhaite pas, en tout cas, moi, c'est ma vision, je ne souhaite pas que ça soit Deauville, je ne souhaite pas que ça soit Cabourg, je ne souhaite pas qu'elle ressemble ou qu'elle essaie de ressembler à quelqu'un. Elle a un charme discret, elle a une très belle histoire, elle a une volonté, et cette volonté, c'est de protéger son patrimoine et de protéger en fait tout ce qui est autour de ce patrimoine. Et autour de ce patrimoine, vous retrouvez un mot qui me paraît très important, c'est familial. Quand je regarde la construction de Oulgat, au 19e siècle, elle s'est faite autour de 3 personnes qui étaient des familles. Et autour de ces familles, c'est d'autres familles qui sont venues et qui sont restées très, comment dirais-je, très discrets, Breguet. Si vous posez à vos petits-enfants qu'est-ce que Breguet, eh bien, Breguet, c'est l'horlogerie. C'est une des plus belles horlogeries du monde. Mais c'est très discret. Ça ne se dit pas. Ça se ressent et ça se porte. Et ce que je veux dire par là, c'est que toutes les familles qui ont construit Oulgat ont construit autour de ces très belles maisons et on a un patrimoine exceptionnel de ce côté-là. Donc, qu'est-ce que peut nous apporter la région ? La région, c'est elle qui donne les grandes lignes, c'est elle qui accompagne les grands projets, c'est elle qui structure. Et derrière, c'est les départements avec les CDT et Carl Joly qui naturellement travaillent avec M. Dotz. Michael Dotz est en permanence en contact avec Carl Joly. Et le point qui me paraît très important, c'est que l'on arrive à mailler, comme dans les pays du Nord, si vous voulez, toutes les circulations douces. Au niveau du plan vélo départemental, il accompagne et il suit naturellement le plan vélo régional. Et c'est tout ça que l'on met en... Si vous voulez, Oulgat, c'est un petit élément parmi ce grand pulse qui se met en place et où je voudrais qu'on introduise à patrimonial et familial le mot dynamisme, une volonté de dynamisme. Et je pense que c'est comme ça qu'on accompagnera tranquillement la Normandie, tout en gardant nos petites pépites. J'ai adoré tout à l'heure quand Michael Dotz a dit « il faut raconter des histoires ». Moi, j'aime raconter des histoires autour du cerf-volant, autour des femmes s'exposent. Dire qu'on a un des clubs de tennis, le Sporting, un des plus vieux de France, qu'on a le premier club de motoball. Alors, certains apprécieront pas, mais ça n'empêche que c'est le plus vieux de France. Et de raconter en permanence cette histoire. Et puis, ne vous trompez pas. Surtout, ne vous trompez pas. Sur cette côte, c'est 110 km de côte du Calvados. Sur, si je ne dis pas de bêtises, Michael, on doit avoir pas loin de 1000 km de côte en tout. 140 km. Non, le Calvados, mais en tout, entre la Seine-Maritime et la Manche. Ben, je crois que c'est 640 km. Pour moi, c'est 640. Oui, ouais, c'est ça. 640 km. 640 km. Il faut que vous sachiez que Oulgat a certainement le plus beau patrimoine historique balnéaire. Le plus beau patrimoine historique balnéaire. Et quand vous suivez les visites que font l'Office du tourisme et quand ils vous regardent, vous regardez ce qui s'est fait et qu'on vous raconte l'histoire des maisons, quand vous vous promenez sur la promenade Roland-Garros, vous êtes sur un site exceptionnel. Et à partir de là, j'allais dire, c'est que c'est ça qu'il nous faut protéger. Par rapport à beaucoup d'endroits, que je sois à Luc, que je sois à Deauville, que je sois chez nos petits voisins de Cabourg, vous avez une exception, c'est Oulgat qui a protégé sa promenade. Vous avez le plus grand nombre de monuments, si vous voulez, de villas protégées et très, très, très peu d'immeubles. Voilà, moi, ce que je voulais dire.
Mais Alors, en tout cas, Houlgate, partageons cet amour. la dernière chose qu'il ne faut pas oublier, Ouais. Houlgate, c'est la difficulté, c'est 1792 habitants. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on est un petit peu plus. On a assez mal fait le recensement. Je pense qu'on est plutôt aux alentours de 1900. Maintenant, soyons très, très clairs, c'est 20 000 habitants l'été. Ouais. C'est 72% de résidences secondaires. C'est une richesse absolue. Et c'est là où il faut avoir l'intelligence d'organiser cette cohabitation intelligente et surtout de préparer l'avenir. Moi, sur un mot, parce que je pense que ça intéresse directement le tourisme, c'est comment voit-on l'avenir aujourd'hui à Houlgate? Ma priorité absolue sur l'urbanisme, c'est naturellement de protéger, comme je vous l'ai dit, patrimonial, familial, et j'aimerais bien qu'on introduise le mot dynamisme, mais c'est surtout aussi de penser à il me faut préparer l'avenir, c'est-à-dire des primo-accédants, c'est-à-dire des jeunes qui veulent avoir un enfant ou qui vont avoir un enfant, où on organise leur acquisition, on les aide à acquérir à Houlgate, et en même temps de réfléchir à cette population vieillissante qui a plus de 70 ans, 75 ans, qui a une jolie maison dans Houlgate et qui voudrait continuer à habiter Houlgate tout en vivant dans un appartement. Et c'est à ça qu'il nous faut réfléchir, c'est-à-dire des constructions où vous retrouverez du 70, 90, 120, 150 mètres carrés, avec toutes les commodités de l'appartement, mais en protégeant notre patrimoine. Merci Olivier Collin. On va redonner la parole à Michael Dodd qui est encore avec nous un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Peut-être pour que certains posent des questions oralement, si vous le souhaitez. Il y a quelques commentaires dans le chat, mais je n'ai pas vu d'autres questions que celle du léopard. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole et poser une question à Olivier Collin ou Michael Dodd, de préférence parce qu'il doit nous quitter un peu plus tôt, allez-y. Alors... en mettant votre micro, en rouvrant votre micro. Ouais. Isabelle, Vera-Masson. Oui, il y a une question. Ouais. Je crois que Marianne a lancé la question, mais je ne suis pas sûre que vous ayez eu le temps de répondre. C'est quelle a été la spécificité de la Réunion Haute-Normandie et Basse-Normandie? Quelles sont les questions que vous vous êtes posées qui étaient sur cette question-là spécifique? 2016. C'est vous qui répondez, Michael, ou c'est moi? Dodds. Oui, c'est Michael Dodds, puisqu'il s'en va. Oui. Oui. Donc, quelle est la spécificité ou les enjeux particuliers liés à C'était les problèmes, peut-être. Oui, parce que mais c'est comme vous voyez tout de suite. Vous avez découvert en vous posant cette question. Olivier a parlé de l'importance d'avoir une approche cohérente et unie. Ça se voit tout de suite par la presse et les médias. Je suis invité parfois à commenter France 3, les perspectives pour la saison touristique à Caen. Et puis le lendemain, j'ai besoin de faire exactement la même chose à Rouen. Je trouve ça, ça illustre bien le problème. Je pense que les médias n'a pas encore fait la réunification. Ça se voit également avec la presse, où il n'y a pas cette couverture générale. Et ça illustre un petit peu le problème, où les vieilles réflexes perdurent un petit peu, et ça prend du temps. Et cette réunification, on n'allait pas le réunir la Normandie en cliquant les doigts comme ça. Même si je pense, matériellement, si on prend un peu de recul, il y a eu énormément de progrès faits depuis ces dernières 4 ans sur le sujet. Mais je pense que en dehors de la question de la barrière de la Seine, où il faut le concevoir plutôt comme une artère qui dessert l'ensemble de la région plutôt qu'une forme de division, sinon artère de base qui nous lie également avec Paris et le reste du monde. Je pense qu'il y a une diversité phénoménale en Normandie qu'il faut comprendre et respecter. Et il y a certainement, par contre, un peu, on parlait de silo tout à l'heure, mais il y a un esprit plus individuel que collectif qu'il faut combattre. Donc pour moi, c'est plus important encore que l'histoire de Aix, Haute et Aix, Basse. C'est plutôt comment on provoque ce réflexe Normandie en général
qui est important. Et je pense qu'il y a eu de non-progrès qui a été fait. Je pense que les gens voient, dès qu'on parle de la Normandie unie, et bien tout de suite, parce que on réunit l'ensemble de ses forces, et bien tout de suite, ça les donne une visibilité plus importante au niveau national et international. Et donc, je pense que petit à petit, les gens comprennent ça et les gens montent dans le locomotive. Mais bon, l'esprit un peu individuel de certains, voilà, a perdu également. Donc, ça prend forcément du temps. Mais il y a une vraie culture de communication que l'on vit de partager sous ce grand chapeau Normandie. C'est pour ça, Normandie Attractivité essaye de créer un réseau d'ambassadeurs à l'échelle de l'ensemble de la Normandie. C'est pour ça qu'on essaye de rallier des collectivités, des associations et les entreprises surtout de devenir partenaires de la marque Normandie. Et on va arriver. On a 450 partenaires pour le moment. C'est correct. C'est pas spectaculaire, mais c'est correct. On a une bonne base. On a 10 000 ambassadeurs maintenant. On avait 4 500 et puis on a créé une forme de passe-tourisme aux ambassadeurs société. Boum, tout de suite, on a cartonné à 10 000 ambassadeurs. Donc, on a des bonnes bases maintenant. Mais c'est forcément un travail de longue haleine. Quel est le rôle des ambassadeurs? Le rôle et comment Quel est le rôle de ces ambassadeurs, de ces 10 000? Le rôle des ambassadeurs, c'est de rejoindre. Ce sont des citoyens comme nous qui avons créé ce Café Débat. Absolument. Vous êtes des ambassadeurs, si vous voulez, on se rend compte, mais non, c'est des individus qui ont un attachement à leur territoire, mais qui veulent en parler. Je répète, qui veut en parler. C'est bien d'être fier, mais ne gardez pas la Normandie juste pour vous. L'essentiel, c'est d'en parler positivement dans votre entourage. Donc, c'est des gens qui comprennent la cause de la Normandie punchy et moderne, qui veut se positionner comme une région au monde. C'est des individus qui croient dans la Normandie et qui sont prêts à en parler positivement. Les mots techniques, d'être des prescripteurs actifs. Je crois que c'est des gens qui ont un peu d'énergie, qui veulent rester en contact avec nous, qui sont prêts à simplement s'inscrire sur le site choisirlanormandie.fr, recevoir nos news, recevoir et relayer peut-être sur les réseaux sociaux les sujets qui les intéressent. Et petit à petit, il y aura une belle petite chanson sur la Normandie qui sera écoutée de plus en plus à travers le monde. Je crois que la réunion des deux Normandies a été une condition vraiment essentielle pour construire une identité normande. Ah, ça, c'est certain. Alors, c'était vraiment vital et c'était une très, très bonne action. Il faut la saluer. Si je peux me permettre, c'est aussi la volonté de l'équipe. Parce que Hervé Morin, ne vous trompez pas, quand il décide qu'il aura qu'une fédération de foot, c'est une volonté politique. Et au sens noble du terme, quand il décide, si vous voulez, que quand on est sur la filière équine, il ne veut plus entendre parler de haute, de basse, de Landes, du Calvados, de la Manche. Il veut une entité générale. Et c'est là où il est force de proposition. Aujourd'hui, quand moi, j'ai beaucoup travaillé sur toute la filière équine et la volonté que j'avais affichée à la fin, du fait de la réunification de la Normandie, c'est que de s'occuper de la fécondation au haras du pin. Le haras du pin avait un savoir-faire. Il était complètement ridicule que le Calvados se mette à refaire ça ou que la Manche fasse exactement ça. Et donc, on a mis en commun nos forces. Il nous a appris à nous parler et à essayer d'agir ensemble. Alors, pourquoi ce n'est pas encore le cas pour les médias, monsieur Collin? C'est quand même François Hollande qui a pris cette mesure avant Hervé Morin, quand même. Il faut non, mais moi, je le vois par le petit bout de la lorgnette, excusez-moi, dans ce qu'il nous a demandé de faire à nous bas normands par rapport à la haute Normandie. Et je le vois du petit côté, mais qui a fait que leur rôle. Avant la réunification. Voilà, non mais moi je dis simplement qu'avant, excusez-moi, j'étais le patron des routes du département du Calvados, j'ai siégé à l'aménagement et à l'environnement du territoire pendant 20 ans, j'en étais le vice-président, et je peux vous dire que je n'ai parlé avec mes homologues des autres territoires de Normandie qu'avec l'arrivée d'Hervé Morin. Et avec cette volonté de mettre des grands sujets.
On va proposer à un autre participant peut-être de poser une question à Michael Dodds avant qu'il nous quitte. Ouais. Moi, j'aurais voulu savoir, bonjour à tous, moi j'aurais voulu savoir, Michael Dodds, si la Seine n'est pas justement un problème pour réunifier les deux, la haute et la basse Normandie. J'ai ce sentiment en fait que c'est cette séparation qui est un problème pour pouvoir réunir ces deux régions, quoi. Enfin, ces départements, quoi. Alors, ça, comme je disais, ça reste une barrière physique et peut-être culturelle, donc il faut qu'on y travaille hein, et, pour percevoir la Seine plutôt comme une artère plutôt qu'une barrière. C'est un élément essentiel. Mais un instant, je réponds un peu en partie. Quand il y avait les réformes territoriales, j'étais en Bretagne à l'époque, quand je voyais ça, une partie de moi disait, oh, la Bretagne, est-ce qu'ils vont être réunis avec la Loire-Atlantique? Ah, finalement, non. Bon, d'accord. Ils étaient sauvés en justesse d'être réunis avec les Pays de la Loire en entier. Ça aurait fait une drôle de région, Loire-Bretagne. Quand j'ai vu ce qui était fait avec les autres régions, je me suis dit, il n'y a qu'un seul vainqueur. Hein. C'est la Normandie. Oui. C'est la Normandie. Et la Normandie, elle a un boulevard devant elle. Pendant que les autres régions, Nouvelle-Aquitaine commence à comprendre comment réunir la Creuse, les Pays Basques, et puis comment la Grande Est essaye de trouver une unité sans gommer le Champagne et l'Alsace. C'est du casse-tête pas possible pour les autres régions. Et nous, on a un boulevard devant nous. Donc, une petite barrière qui s'appelle la Seine, je pense que c'est évident pour moi que la Normandie, quand elle joue la carte Normandie, elle peut gagner en visibilité pour l'ensemble de ses différentes initiatives et d'actions. Et si aussi on provoque, c'est une manière de rebondir en période de crise, d'encourager les gens à consommer local, de choisir la Normandie pour le tourisme, inciter les gens de l'ex-pass à comprendre les richesses de l'ex-haute, et vice-versa. Moi, je suis en train d'essayer d'organiser des journées découvertes pour des jeunes, de venir découvrir ensemble le ville-port qui est le Havre avec toutes ses richesses, d'inciter des Canets d'aller découvrir ce que c'est Rouen et les merveilles de son centre-ville et aider les Rouennais à comprendre que quand, bah oui, c'est pas qu'une ville reconstruite, il y a quand même une âme superbe à Caen, il y a plein de choses à voir et à faire. C'est important d'encourager avec les médias, que les médias incitent des Normands à découvrir toutes ces richesses. On a mis en place un outil qui s'appelle Secret Normand. Je vous invite tous à regarder ça sur le net, Secret Normand, où on invite des passionnés de partager le pépite touristique ou les sites patrimoniaux qu'ils aiment bien et à partager ces sujets avec des visiteurs et les renseigner et offrir des bonnes astuces. Donc, oui, il y a un travail de fédération des acteurs à imaginer. Oui, la Seine a agi et j'ai l'impression que les gens ont été élevés à penser qu'il y avait deux Normandies avant. Mais c'est derrière nous, tout ça. C'est derrière nous. Et puis, ça avance petit à petit. Et je suis assez confiant que d'ici 10 ans, on en parlera plus. Et même peut-être les médias aura régionalisé totalement. Alors justement, pour conclure, Michael Dodds, dans 10 ans, la Normandie, vous avez passé 10 ans en Bretagne. Dans 10 ans, ça sera quoi le récit normand? Comment vous la voyez, la Normandie, dans 10 ans? Bah, je le vois comme une région avec une notoriété et une reconnaissance mondiale en étant un artisan pour la paix, avec un forum mondial pour la paix qui aurait devenu un vrai Davos pour la paix attendu par le monde chaque année. Je pense que ça va être une région, j'espère, qui aura... il commence à me demander à partir. Il faut que justement, j'espère que on va vous laisser partir. D'ici 10 ans, je pense que la région aussi aura réussi la transition écologique pragmatique qui est absolument essentielle, pas que pour la vallée de la Seine, mais l'ensemble de la région. Donc, j'espère qu'elle aura toujours retenu ses références et ses repères comme une référence dans l'histoire mondiale, mais un territoire qui continue à séduire pour sa qualité de vie, pour voilà, des chevaux partout, pour ses centres d'excellence dans l'industrie, mais que a réussi à vraiment
s'instaurer une réputation d'être pas qu'un lieu de villégiature, mais un vrai endroit d'y vivre et investir. Ouais. Michael, Et que les jeunes reviennent en masse vers la Normandie. bon, Merci beaucoup. on va On vous laisser. Michael, On va vous libérer. Michael, juste une demande, vous transmettez mes amitiés à Hervé Morin, s'il vous plaît. Ça marche, ça marche. Merci. Et merci beaucoup. Non, non, Merci. et merci à vous et je vous salue. Il y a plein de thématiques. On aurait pu parler de gastronomie, on aurait pu parler de Ah, oui, oui. patrimoine, Oui, on aurait pu parler de numérique, on aurait pu. oui, Mais oui. c'est juste un débit. Les cafés débats sur la Normandie, il y a de matière. Oui, oui, tout on à va, fait. on va On a vu on avec. va vous inviter à nouveau. Merci beaucoup, Michael Dodd. Merci. On reste encore Au quelques revoir. minutes ensemble. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Michael Dodd. Au revoir. Bonjour. Moi, j'ai plusieurs questions à Oui. poser à M. Collin. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de dynamisme. Alors, je voudrais savoir sur le plan sportif ce que vous envisagez en réaménagement, sachant que le CREPS, c'est quelque chose de très important sur le plan de l'État, puisqu'en fait, ce sont nos très grands sportifs réputés qui viennent s'entraîner, mais par contre, nous n'avons pas accès. Par contre, je sais que les jeunes gens qui organisent l'été les activités sportives ont bien regretté que la piscine, parce qu'il y avait, je crois, prévu une piscine olympique qui s'est faite sur Cabourg, sur le territoire de Cabourg, alors c'est un peu dommage. Et puis, je crois également qu'il y avait en lice également un territoire pour l'acrobranche, ce qui aurait bien plu à beaucoup de jeunes, parce que c'est un territoire ici qui est à vocation quand même très dynamique. Donc voilà, alors ça c'était ma première question. Ma deuxième question concernant, pardon, je vous pose mes trois questions. Alors ma deuxième question c'était sur le plan de l'urbanisme. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes content qu'il y ait peu d'immeubles. Je le conçois, au contraire, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, vous dites aussi que des personnes d'un certain âge ont envie d'avoir un appartement de plein pied. C'est vrai qu'une maison nécessite souvent un étage, surtout à Oulgat où il y a quand même, on est entouré de collines, c'est comme un petit cirque, notre point de vue, je dirais, l'urbanisme. Alors, je voudrais savoir un petit peu comment vous envisagez par la suite d'urbaniser ou les aménagements que vous allez faire. J'ai loupé la réunion que vous aviez prévue parce que je l'ai su beaucoup trop tard, malheureusement, sur le plan du PLU, puisque vous voulez, je crois, le réviser. Et ma troisième question concerne plutôt la culture, les informations concernant l'histoire d'Oulgat. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 3 familles qui ont commencé à se poser à Oulgat et qui ont développé. Seulement, en plus d'un siècle, il y a eu pas mal d'illustres personnes qui sont venues ici à Oulgat pour habiter. Et je voulais savoir un petit peu, bon, ce serait intéressant quand même d'en parler davantage. Il y a eu quand même des événements importants qui font que Oulgat est remarqué et noté. Bon, il y a eu quand même des exploits. On va laisser répondre Olivier Collin. Pardon ? On va laisser répondre Olivier Collin à vos questions. Non, je voulais juste parler de ces 3 questions. Oui, bien sûr. Elles me semblent importantes pour l'évolution. Oui, voilà. Si vous voulez, ce n'est plus le CREPS. C'est plus le CREPS, parce que le CREPS, c'était un centre sportif étatique, gouvernemental, et c'est devenu un CSN, c'est le Centre normand, Centre sportif normand. Le Centre sportif normand, en tant que vice-président du département du Calvados, j'ai fait partie avec Jean-Claude Pupin et Laurent Beauvais du fait qu'on a considéré qu'il fallait le conserver et il fallait surtout le développer. En 2018, si ma mémoire est bonne, en juillet 2018, j'ai fait une visite privée avec Hervé Morin et Frédéric Olivier, le directeur général des services, et c'est là où il a été décidé qu'il ferait en sorte que ce soit, j'allais dire, un élément fondamental de la politique sportive de la région. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est en modification, rénovation, et que la région met dessus 40 millions d'euros. Mais est-ce que ce sera accessible pour nous ? La volonté de la commune d'Oulgat, et je rappelle que je ne suis là que depuis 180 jours, la volonté de la commune d'Oulgat, c'est que je siège, moi, depuis 22 ans au conseil d'administration avant du CREPS et aujourd'hui du CSN. Donc, vous comprendrez bien que
avoir un partenariat avec le CSN, c'est à mon avis essentiel. Et donc, pour cela, je parle que du foot. Pour le foot Villers-Houlgat, la SVH, nous avons une coopération et nous avons une utilisation des terrains. La volonté, c'est de renforcer ce partenariat et de naturellement faire en sorte que nos associations puissent utiliser les infrastructures du CSN. Pour l'acrobranche, excusez-moi, je connais bien James Gollet puisque c'est un Dosuléen, au départ un Dosuléen, que je l'ai rencontré il y a plus de 20 ans. Et quand il est venu me voir avec son projet d'acrobranche, nous n'avions pas le parc. Je ne me voyais pas faisant de l'acrobranche au parc André Fauvel. Donc, Cabourg avait cette chance de pouvoir faire… Pardon ? C'était plus vers l'arrière, vers les hauteurs, un petit peu en… Ah non. Moi, il ne m'a pas si vous voulez, vous êtes sur un projet privé. L'acrobranche est un projet privé. Quand vous êtes, j'allais dire, puissance publique, la volonté, c'est naturellement d'inciter à et en même temps d'accompagner. Et James Gollet ne m'a jamais parlé du Bois de Boulogne ou ne m'a jamais parlé d'un autre endroit pour faire cela. Après, si vous voulez, quand vous faites, j'allais dire, pour aller très rapidement, quand on a une idée d'acrobranche, il faut immédiatement penser à plusieurs autres choses. C'est comment on fait la communication et comment on peut s'y rendre, comment on peut parquer les voitures, comment on peut répondre à un certain nombre de choses essentielles en sanitaire, etc. Ce qui fait que sur notre territoire, ça ne s'y prêtait pas trop. Voilà, et que je peux vous dire, James Gollet n'a pas beaucoup insisté sur Houlgat. Peut-être qu'on va, Madame, on va juste peut-être s'arrêter cet échange qui est entre vous deux, peut-être. Tout à fait. J'avais une question. Ouais. Monsieur a une question là. Ouais. J'avais une question pour revenir à la. Merci. Allez, oui, pour revenir à la Normandie, oui. Revenir à la Normandie, voilà. Puisqu'on a eu comparaison de la Bretagne et de la Normandie en préambule, et c'est revenu assez souvent, la Bretagne avait misé très, très fortement sur l'éducation. C'était devenu, là, et c'est peut-être encore, mais je n'ai pas les chiffres, mais c'était la région de France qui avait les meilleurs résultats au bac. Pour ça, ils étaient passés par plusieurs opérations. Il y en avait, par exemple, une qui avait été des ordinateurs à tous les élèves de 3e, avec une entreprise bretonne d'ailleurs, etc. Est-ce que, justement, dans le projet de réunification de la Normandie, et pour voir l'avenir avec la jeunesse, quelle politique d'éducation la Normandie pourrait entreprendre sur les deux entités basses et hautes pour justement rassembler la jeunesse sur des projets communs et peut-être avec du matériel ou des initiatives communes? Alors, voilà. Michael Dodds en a un tout petit peu parlé, il l'a effleuré à la dernière seconde quand il a parlé du numérique. On va être très clair et revenons aux compétences de chacun. La région, sa compétence, c'est l'université et c'est les lycées. Le département, sa compétence, c'est les collèges. Et les communes, les compétences, c'est les écoles. Aujourd'hui, sur le Calvados, je peux vous donner un chiffre que je connais bien et que je suis régulièrement, c'est la possibilité d'avoir la fibre dans les collèges, dans les universités et dans les lycées. Aujourd'hui, les collèges, les lycées, les universités sont toutes fibrées, ont toutes, j'allais dire, des débits qui leur permettent, j'allais dire, d'organiser une visite, je pense, au collège. Vous voulez montrer Guggenheim, ce musée où on descend en rond à New York, c'est possible. Aujourd'hui, sur NCPA, notre territoire, celui de Normandie-Cabourg, Pays d'Auge, toutes nos écoles sont fibrées. L'école de Houlgat a la fibre. Si je reprends la volonté du département et la volonté de la région, c'est naturellement permettre au plus grand nombre de collégiens et de lycéens d'avoir toutes les structures qu'il faut en outils pour pouvoir, j'allais dire, apprendre.
Le département du Calvados, si je ne dis pas de bêtises, c'est plusieurs milliers de tablettes qu'ils ont achetées. Et pour la communication pour le Covid, je vous donne un petit exemple. Ils ont envoyé dans chaque foyer de personnes âgées, donc à Oulgat, une tablette qui permet, si vous voulez, à la famille de pouvoir communiquer. C'est la volonté aussi de la région. Et pour Oulgat, je peux vous dire que nous n'étions pas là depuis un mois, qu'il y avait des demandes de matériel qui ont toutes été honorées pour la rentrée scolaire. Donc, j'allais dire aujourd'hui, on a tous conscience que c'est hyper important. Moi, je ne parlais pas que d'informatique. Hein. Je parlais non, mais après, c'est les usages. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas la main sur les programmes, etc., scolaires, mais bon… Là, si vous voulez… Les projets communs, parce que les résultats des petits Normands par rapport justement à nos amis bretons sont bien plus faibles au niveau des résultats baccalauréat, par exemple, pour prendre que celui-ci. Hein. Moi, je vous remets dans les responsabilités de chacun. Nous, au niveau de notre école, il y avait un projet qui a été mis en place par l'inspection académique en juin concernant une amélioration de tout ce qui était numérique. Nous avons candidaté et nous avons été accompagnés par l'inspection académique pour moderniser l'école. Donc, il y a j'allais dire aujourd'hui, je le redis bien fort, c'est une révolution, et c'est une révolution où le département du Calvados et la région est plutôt pas trop mal par rapport au reste de la France. Merci. Une dernière question peut-être? Ou un échange entre participants? Je pense que tout à l'heure, il y avait quelque chose qui était important, c'est sur l'urbanisme. Moi, je dis bien que sur l'urbanisme, et je répondrai que ça, la volonté de l'équipe municipale que je dirige, c'est que nous réfléchissions à un plan d'occupation des sols sur l'année 2021 pour avoir un document qui sera opposable courant 22. C'est pour moi la base. Il faut préparer dans ce document d'urbanisme, en respectant ce que le schéma de cohérence territoriale nous impose, le SCOT Nord-Pays d'Auge. Il faut que ce document, si vous voulez, soit le reflet des 20 prochaines années. Une toute dernière question. Oui, moi, je veux bien… oui. J'ai deux réflexions de nature complètement différente. La première revient sur l'identité normande, le temps normand. Je crois que la création de la région, du point de vue des Normands, était facile parce que depuis très longtemps, ils souhaitaient cette réunification. Mais en même temps, paradoxe peut-être par rapport aux Bretons, l'identité a toujours été commune, mais sûrement moins forte que les Bretons. Et puis après, par contre, ce qui a été très bien dit, c'est que ce sont les structures qui ont été en silo, mais pas les Normands. Donc après, voilà. Et puis, il y a quand même une question compliquée en Normandie, c'est au-delà de la fibre, c'est quand même les transports intra-régionaux, en dehors des routes et des voitures, etc. Bon, ça, c'est un premier paquet de réflexion. Donc tout ça, il y a quand même beaucoup de paradoxes dans cette notion d'identité normande. Et puis l'autre question, c'était juste une réaction, parce que là, et Marianne va me comprendre, réduire la question d'éducation à celle de l'enseignement au résultat des examens, ça me trouble. Alors ça, la dernière réflexion, je ne répondrai pas. Vous dire qu'on était… Moi, c'était un exemple, hein, c'est tout. Donc, si vous voulez, vous dire qu'on était très attachés, on souhaitait la réunification de la Basse et de la Haute-Normandie. Pour avoir bien connu Marc Lefebvre, le président de la Manche, pour avoir de Ballor et autres, si vous voulez, Jean-Léonce Dupont, Anne Dornano, ils étaient assez bas normands. Hein. Après, je suis assez d'accord avec vous. Vous savez, il y a, tout le monde aura en mémoire les rois maudits et tout le monde aura en mémoire en fait ce passé commun, cette histoire commune. Et donc aujourd'hui, c'est, à mon avis, relativement facile de s'amalgamer parce qu'on a changé nos comportements. Aujourd'hui, la Seine-Maritime, si vous voulez, est tout à fait différente dans son approche. Quand je suis à Port-Normand associé, je siège avec Dieppe et j'étais un fervent défenseur de Ouistreham, vous imaginez bien.
en tant que calvadosien, et j'ai un œil attentif pour accompagner la région par rapport à la problématique du Dieppe New Haven, où c'est un peu catastrophique comme passage. Et en même temps, moi, je voulais protéger la Brittany Ferries, mais on a aussi, on s'oblige à regarder en macro avec une autre vision. Là, je pense que la région, il y a une j'allais dire, de la part des élus, une vraie prise de conscience de cela. Le point où vous avez raison, là, je ne peux pas vous dire, mais on l'a raté. Donc, j'ai envie de dire, je peux pas revenir 30 ans en arrière. Et pourtant, Michel Dornano était quand même à la manœuvre. Mais moi, je me souviens, j'avais des profs à la fac de pharmacie qui étaient ce qu'on appelait les turbo-profs. On mettait pour aller à Paris 1h50. Maintenant, si vous mettez 1h50, quand vous mettez dans le train et être sûr d'arriver à Paris, je veux bien faire un pari avec vous. Une fois sur 3, c'est pas vrai. Et c'est généralement plutôt 2h10 qu'1h50. Dieppe-Cherbourg, ben c'est pas. Là, c'est l'horreur. Ah, mais c'est l'horreur. Mais par contre, vous avez en bus un Caen-Le Havre où vous mettez, si je ne dis pas de bêtises, entre 50 minutes et 70 minutes maximum. Très, très bien organisé, avec une ligne directe, avec du Wi-Fi, mais vraiment quelque chose de parfaitement organisé. Et c'est aussi, parce qu'on n'en a pas parlé du tout, parce que la Normandie, pour moi, et pour avoir beaucoup travaillé sur les aéroports, si vous voulez, la Normandie, c'est 4 aéroports. Excusez-moi, il y en a au minimum 2 de trop. Alors, il y en a un qui est quasiment inexistant, c'est Évreux, ça y est, mais le Havre, entre guillemets, l'intérêt du Havre. Et puis après, vous avez cette rivalité, et heureusement, ça c'est encore, il faut lui reconnaître, la région qui a dit, moi je suis le patron de ces transports-là, j'ai la responsabilité des aéroports, donc c'est très simple, je mets la même directrice à Caen qu'à Deauville, et comme ça va nettement faire, j'allais dire, améliorer les choses et la concurrence sera moindre. Mais si vous voulez, les querelles de clocher, on ne peut pas les gommer en 5 minutes. Ça prendra quand même, à mon avis, quelques générations. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, si vous voulez, il y a une vraie volonté de se rendre compte qu'on ne peut pas faire sans l'autre. Je prends en école d'ingénieur, à Caen, vous avez une des grandes écoles d'ingénieurs en travaux publics, le SITC, avec un canon à houle. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous savez qu'avec ce canon à houle, on travaille sur des projets du monde entier et on travaille aussi sur des projets naturellement de la Seine-Maritime? Donc aujourd'hui, la région étant le chef de file, et ben du coup, tous les départements essayent de perdre un peu leur individualisme. Ce n'est pas toujours simple. Je pense qu'il y a plus de problèmes encore au niveau départemental qu'au niveau, j'allais dire, communal ou intercommunal et dans notre population. Les choses se gomment beaucoup plus vite. La preuve, j'ai été un fervent défenseur lorsqu'il y a eu le problème du clapage des sédiments en baie de Seine. Au nom du département du Calvados, j'ai défendu la position de la région parce que, si vous voulez, on ne peut pas fermer Le Havre et Rouen comme ça en 5 minutes et qu'il faut donner le temps au temps de pouvoir organiser que ces sédiments soient revalorisés et que ça, pour ça, il nous faut 15 ans. Il faut qu'il y ait un travail scientifique qui se fasse derrière, mais ça n'empêche que dans 15 ans, il faudra plus, excusez-moi, il faudra trouver une autre solution que clapper en mer. Hein. Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière personne qui a une question brûlante ou une intervention? Pas trop, hein. Une intervention, pas trop quand même, ou une intervention, un témoignage? Moi, j'en ai une concernant les sangliers qui envahissent nos jardins. Vraiment, je suis embarrassée parce que c'est constant. Et qu'allez-vous faire? Parce que alors, madame, je réponds très facilement parce que effectivement, ça intéresse les Houlgatais, mais on n'est pas tout à fait sur la problématique. Il n'y a pas c'est que pas des tout à fait le Houlgatais. débat. Oui. Alors, pas tous les grandes parcelles. Hein. Alors, peut-être juste très rapidement, Madame sachez simplement que dimanche dernier, en accord avec 2 propriétaires dans le Bois de Boulogne et la Fédération de chasse, Jean-Christophe Alloué,
qui habitait la maison, je vais être obligé de couper ma caméra parce que sinon je ne vais pas tenir avec vous. Voilà. Donc, avec Jean-Christophe Alloué, le président de la Fédération de chasse, il y a eu une battue et qu'ils ont abattu, si je ne dis pas de bêtises, 5 sangliers sur 25 et qu'ils les ont repoussés. Et la deuxième chose, il y a une battue qui est préfectorale, qui est prévue, qui doit avoir lieu dans les jours qui viennent, qui sera sous l'égide de la sous-préfecture de Lisieux et qui sera normalement organisée dans les jours qui viennent. L'idée, c'est de rabattre les sangliers sur le domaine du Conservatoire du littoral des Vaches Noires. Et là, excusez-moi de l'expression, d'avoir une élimination. Merci. Bon, écoute, Oui. on va Là, donc peut-être conclure, après avoir parlé des léopards et des sangliers. Il se passe plein de choses en plein Normandie. d'Oulgat, le sanglier. Oui, oui, bien sûr, d'Oulgat, mais la Normandie au sens large, et du Calvados, et de la communauté de communes Pays d'Auge, Cabourg, etc. Monsieur Collin, vous voulez un petit mot de conclusion? Le mot de la fin. Le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, j'ai d'abord vous Normand, féliciter. oui. Alors, je vais vous féliciter Merci. parce que organiser cela, c'était pas simple. Je me souviens la première fois où je vous ai rencontré, où vous m'en avez parlé, Oui. si ma mémoire est bonne, c'était au mois de mai l'année dernière. Oui. Je vous avais dit qu'il n'y avait pour moi pas de problème. Je vous félicite parce que ces échanges, et Michael Dodds avait raison, on peut faire. Voilà. Il y en a qui ont leur micro. Oui. Si vous voulez, on peut faire plein de cafés-débats qui seront très intéressants. Et si vous avez un thème qui vous intéresse, que vous avez envie d'évoquer, naturellement, je regarderai si je connais les personnes qui peuvent vous accompagner. Et je le ferai avec grand plaisir. Donc, un grand bravo à vous, un remerciement à vous tous d'avoir écouté, et je pense que c'était hyper intéressant, Michael Dodds. Après, je souhaiterais quand même finir sur cette idée de la Normandie. En fait, la Normandie, si vous voulez, c'est vrai, c'est historique. Je vous ai parlé des rois maudits, mais vous pensez bien qu'à Oulgat, Guillaume le Conquérant est parti de Dives, de Oulgat, pour aller en Angleterre. Il a conquis l'Angleterre à partir de notre côte. Et donc, je vis très mal ce Brexit parce que je trouve qu'on revient en arrière. J'espère que les Anglais, à un moment donné, vont se rendre compte que c'est une erreur et reviendront vers nous. J'espère qu'ils auront cette intelligence et que nous, on aura l'intelligence de favoriser cela. On a besoin d'avoir une Europe forte. On a besoin d'avoir des échanges. On a besoin de se comprendre. On a besoin pour se développer, dans ce monde, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on aura toujours des escarmouches plus ou moins violentes ou très violentes, mais c'est une guerre économique que nous avons. Je le dis bien fort et très solennellement, nous sommes en guerre économique. Nous sommes en guerre économique naturellement contre ceux qui sont hyper puissants et qui n'ont peut-être pas la même déontologie que nous, nos amis chinois, mais ne vous trompez pas non plus. Quand l'Europe se trouve face aux États-Unis, sincèrement, ce n'est pas nos potes, hein. Ne vous trompez pas. Ils peuvent, ils nous aiment bien à partir du moment où on est second ou troisième, et surtout qu'eux sont les premiers. Mais en Normandie, je rappelle, nous avons des pépites. Dans le Calvados, nous avons vraiment des choses exceptionnelles. Et pour finir, parce que ça me semble normal de finir sur Oulgat, j'aime cette idée de raconter des histoires surtout. Et moi, j'aimerais vous raconter, je pense que ça sera un débat qui sera enrichissant et qui doit être constructif, c'est qu'est-ce qu'on imagine sur la plage? Qu'est-ce qu'on imagine sur la plage pour la prochaine DSP? Alors, je vais vous laisser un moment de réflexion et vous rappeler qu'à Besoal, vous aviez un casino et que vous en aviez un aussi sur la plage d'Oulgat. Et donc, moi, je me pose la question s'il n'y aurait pas intérêt à avoir deux pôles qui animent notre plage et qui remontent le niveau de notre plage et qui illustrent notre plage et qui fassent rayonner notre plage. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant de votre écoute. Merci beaucoup.
Merci à tous. Voilà. On espère vous retrouver au mois de mars. Oui. On vous enverra nos propositions pour le prochain Café Débat. Voilà. Voilà, en tout cas, on est très heureuse de vous avoir eu tous avec nous parce que ce n'était pas facile pour le premier. Voilà. On a eu... Très difficile. Et merci pour Bravo. le soutien de la Un ville. très grand bravo. À Au bientôt. revoir. Bravo. Bon À week-end. bientôt. On flash. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir, Monsieur Trollin. Au revoir, Catherine.